Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il est des anniversaires que l'on aimerait souhaiter pas trop souvent. Dans 4 jours, la guerre en Ukraine aura 1 an. Les Occidentaux restent déterminés à soutenir Kiev jusqu'à négociation d'un accord de paix. À quel prix? Celui fixé par les Ukrainiens. C'est le sens de la conversation entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky hier. Le président français assure qu'il soutiendra le plan en 10 points proposé par son homologue ukrainien lors du dernier G20. De son côté, le président américain Joe Biden se rendra en Pologne demain. Et sur le terrain, le moral des troupes est chancelant face à la poussée des Russes. Les soldats ukrainiens s'accrochent à ce qu'ils peuvent, notamment à Dieu, prier avant de monter à l'assaut. Chaque unité a droit à une messe célébrée par un prêtre. Nicolas Tonev est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kramatorsk, tout près de la ligne de front. Il a assisté à l'une d'entre elles au sein de la 95e brigade ukrainienne. Reportage. L'office commence. Le père Nicolas fait disparaître le treillis sous sa tenue religieuse. Les vapeurs d'encens, les fumées des bougies tenues par les 7 soldats présents embaument la petite pièce. Les hommes prient, le père Nicolas prêche. Chers frères, vous avez vos problèmes, les engins en panne, les blessures aussi. Je comprends tout cela, mais n'oublions pas nos frères morts au front. Nous n'avons pas le droit de les oublier. Les soldats d'élite de la 95e sont des durs. Ils ont repris Izium, mais il reste des hommes. Quand tu es terrifié, en premier lieu, tu appelles ou ta mère au secours ou Dieu. J'ai vécu plusieurs fois des arrivées, je suis resté vivant en priant. On a tous pensé à la prière. Ici, un athée, il devient croyant. Un blindé attend sur le chemin. Il a été pris aux Russes. Le père Nicolas le bénit pour le protéger de ses anciens maîtres. Dans la région de Kramatorsk, Nicolas Tonev, Europe 1. Et un conflit qui pourrait prendre une nouvelle dimension avec l'irruption de la Chine. Jusque-là très prudent, Pékin pourrait livrer des armes à la Russie. Inquiétude exprimée hier sur la chaîne CBS par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Pas de tolérance pour la conduite sous alcool ou sous l'emprise de stupéfiants. Un contrôle positif pourrait entraîner à terme la suppression du permis de conduire. C'est la proposition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en est expliqué hier dans le journal du dimanche. Réaction à l'accident provoqué par Pierre Palmade. On voit ça avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour. Bonjour Christophe. De la rédaction d'Europe 1. Dimitri, le ministre de l'Intérieur veut durcir la législation en vigueur. Il est question notamment de la création d'un délit d'homicide routier, la conduite sous stupéfiants et ou sous alcool et dans le collimateur. Eh oui, car aujourd'hui, dans un accident mortel sur 5, un conducteur est positif aux stupéfiants, causant la mort d'environ 600 personnes chaque année en France. Pour faire face à ce fléau, le ministre souhaite donc beaucoup plus de répression envers les personnes qui conduisent sous l'emprise d'une drogue, avec un retrait de permis immédiat lors d'un contrôle positif. Pour vous donner un exemple, si cette mesure avait été effective en 2022, 107 000 personnes auraient perdu leur permis. Revenons sur le fond de l'affaire Palmade. L'humoriste est désormais visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Et oui, c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire à la suite d'un signalement d'un homme expliquant qu'il avait en sa possession des preuves que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographique. Hier, cet homme a donc longuement été auditionné par la brigade de protection des mineurs et dans la foulée, les enquêteurs ont donc perquisitionné l'appartement parisien du comédien. D'après les informations recueillies par Europe 1 auprès du parquet de Paris, du matériel informatique et plusieurs effets personnels ont été saisis pour analyse, mais les investigations débutent tout juste. Pierre Palmade n'a pas encore été entendu dans le cadre de cette enquête. Dimitri Vernet de la rédaction d'Europe 1. La suite du débat sur la réforme des retraites. Le texte sera discuté au Sénat le 2 mars. Il continue de déchirer la droite et la gauche. Le jusqu'au boutisme de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon laisse ses partenaires de la NUPES amers, les syndicats aussi. Philippe Martinez pour la CGT critique sévèrement le choix du maintien des amendements et donc l'impossibilité de débattre de l'article 7 sur les 64 ans. Je vous rappelle que c'est Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, qui sera à 8h15 dans le studio Lagardère d'Europe 1 face à Sonia Mabrouk. Pour l'heure 7h05, les touristes chinois à nouveau bienvenus en France. Les craintes d'un rebond des contaminations liées au Covid s'estompent. Et on rappelle que la Chine doit toujours gérer une explosion des cas. Le régime a décidé de mettre fin à sa politique zéro Covid. Les voyages à l'étranger sont donc à nouveau autorisés. Inquiétude des pays d'accueil face à l'afflux attendu de touristes potentiellement porteurs de la maladie. Peur fondée ou pas, on observe que seulement 2 sous-variants sont majoritaires. Yasmina Katou, est-ce que cela veut dire que tout risque est écarté? Eh bien, les 3 dernières années de pandémie ont montré qu'il fallait rester prudent. Benjamin Davido, infectiologue, appelle à la vigilance. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de variant sur un moment, un laps de temps précis, qu'il n'y en aura pas par la suite. Il y a un institut très sérieux anglais qui s'appelle l'Institut Air Infinity, et cet institut fait la modélisation avec un risque de rebond du Covid autour du mois de mars en Chine
et ou ensuite en Europe. Mais la fin de la politique zéro Covid en Chine pourrait être bénéfique pour l'avenir de la pandémie dans le monde. Peut-être que ce dernier maillon de la chaîne qui finalement était quelque part des irréductibles chinois, s'il fallait trouver une image, font que peut-être qu'on va arriver dans une situation où le virus ayant circulé de façon pandémique dans l'ensemble des pays du monde, ayant créé une sorte d'immunité collective mais transitoire, fait que peut-être que le virus va enfin se saisonnaliser. Il sera donc intéressant, dit l'infectiologue, d'observer dans quelle mesure la Chine sera capable ou non de gérer les prochaines vagues. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et puis la RATP passe à la vitesse supérieure pour pallier la pénurie de chauffeurs, notamment de métro et de bus. La régie lance un grand plan d'embauche. Près de 7000 personnes recrutées cette année, c'est l'objectif du nouveau président Jean Castex. Comment devient-on un agent de la RATP ? Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 est allé sur le campus RATP de Noisiel en Seine-et-Marne. Reportage. Pour vous deux, les résultats sont bons. Test d'aptitude réussi pour 2 candidats, dont Alexis, 25 ans, tout proche d'un CDI à la RATP. C'est 2 mois et demi qu'on était en formation avec un groupe de 8 et ça s'est très bien passé. J'étais un peu stressé quand ça a commencé, mais j'ai fait avec. Pour le superviser, un formateur, Julien Tenfrontier. Donc là, on a quand même affaire à quelqu'un qui a un très bon niveau, qui a une bonne dextérité, qui a toutes les notions de base en mécanique, en maintenance d'une manière générale. Et grâce à ses bonnes notes, Alexis se verra même proposer un poste plus qualifié que prévu, technicien de dépannage. Cela tombe bien, la RATP en a cruellement besoin pour limiter les incidents d'exploitation qui entraînent des retards quotidiens depuis des mois. Un processus modernisé pour intégrer rapidement les recrues. On fait le test le matin, si le candidat il est bon, on fait l'entretien dans la foulée. Et grosso modo, il ne reste plus que la visite médicale. Donc en fin de journée, il sait si potentiellement il est pris chez nous. Et parmi les postes à pourvoir, des agents de sûreté, des ingénieurs et surtout des chauffeurs. 2700 pour le bus, 400 pour le métro. La fin de la 24e journée de Ligue 1 à 6 jours du choc Marseille-PSG en championnat. L'OM a confirmé son regain de forme hier à Toulouse. Victoire 2-1 des Marseillais, Jean-François Pérez. Oui, les Toulousains s'étaient mis sur leur 31, stade plein, hymne régional occitan, appel aux supporters à juguler l'invasion habituelle de fans de l'OM en tribune. Sur le terrain, une équipe généreuse et conquérante qui a mené au score avant de subir la loi du rouleau compresseur marseillais. 3 buts en 25 minutes, signés Bemba, Under et Tavares pour un 9e succès en 12 matchs à l'extérieur. Après les victoires du PSG, de Monaco et de Lens, il n'y avait pas le choix, d'où le soulagement du milieu international français de l'OM, Jordan Verretou. C'était important de le gagner, en plus tout le monde a gagné ce week-end, donc voilà, maintenant bien se reposer, puis on a une semaine pour préparer le gros match de dimanche prochain. Et ce gros match, c'est bien sûr OM-PSG dans un stade Vélodrome en ébullition, persuadé que cet OM peut faire chuter les stars parisiennes pour la 2e fois en 3 semaines. Si c'était le cas, les Marseillais reviendraient à 2 points des Parisiens et le suspense pour le titre de champion serait totalement relancé. Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Tiens, PSG-Marseille, ou plutôt Marseille-PSG, ce sera sans Neymar qui s'est blessé hier à l'occasion de la victoire des Parisiens 4-3 contre Lille. Blessure à la cheville, il y en a au moins pour 2 semaines. Il doit passer encore des examens complémentaires aujourd'hui. Les Marseillais seraient-ils favoris de ce classico ? Ce serait bien la première fois depuis fort longtemps. Merci beaucoup Christophe Lamar.